La 5G arrive en France alors que les fréquences viennent d'être mises aux enchères. Les opérateurs fourbissent leurs armes et ouvrent au grand leur portefeuille pour déployer leur réseau de téléphonie mobile de 5e génération. Alors, qu'est-ce qui va vraiment changer avec la 5G? Constitue-t-elle vraiment la révolution annoncée? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'on refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS. ORLM est nouveau, je vous invite à découvrir notre nouvelle émission. Elle s'appelle On refait la tech. Elle réunit la fine fleur de la presse tech française pour débattre des grands enjeux de la tech. Le pilote est en ligne sur les différentes chaînes d'On refait le Mac et sur notre site et app mobile, mais également sur YouTube, Dailymotion, iTunes et podcast. Vous ne pourrez pas rater On refait la tech en plateau cette semaine pour parler avec moi de la 5G. Monsieur Laurent Bantanache d'Xbrain. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour On refait le Mac, bonjour tout le monde, je suis content d'être à vos côtés. Voilà, on va parler de 5G et l'intelligence artificielle a besoin de la 5G pour se développer. Entre autres, on va en parler ce soir en duplex de la rédaction du Figaro, la spécialiste tech et télécom du quotidien de référence. Elsa Bombaron, bonjour Elsa. Ah ça, si c'est pas Bonjour l'introduction. Olivier. T'as vu ça sur un plateau. Royal. Bon, voilà. La prochaine fois, tu diras spécialiste intergalactique et on est bon. Voilà. Et en duplex, depuis Lausanne et la rédaction de Mac Forever, Didier Policani, notre spécialiste multicarte de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, alors tu vois, moi, ça fait presque un an que j'ai la 5G, voilà. Et pourtant, je suis pas très loin de la frontière française. Et voilà, qu'est-ce que c'est lent en France, la 5G? Oui, allez, fais-nous rêver, fais-nous frime avec ta 5G, mais nous, on aura la 5G de toute dernière génération, elle sera encore mieux. Enfin, on va essayer d'y comprendre, d'y voir un peu plus clair, et on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Pour ou contre la 5G, c'était en résumé le sondage de la semaine, la réponse à la question que on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. Et la question précisément était cette semaine, êtes-vous prêt à adopter la 5G? Pourquoi? Vous avez répondu oui à environ 37% pour plus de débit, non à environ 43% car la 4G me suffit. À nouveau oui pour 12% pour moins de latence, on y reviendra en détail tout à l'heure avec Elsa, et non gare au bilan carbone 8%, car qui dit 4G et qui dit donc 5G dit plus de débit, donc plus de data, donc plus de dépenses énergétiques et un bilan carbone encore négatif. Et vous étiez quand même près de 558 votants. Donc surprise, vous êtes majoritaire à penser que la 4G aujourd'hui vous suffit. C'est assez surprenant de la part d'un public aussi geek que celui dont on refait le Mac. Alors reprenons les arguments, si vous voulez bien, de ceux qui sont contre et qui considèrent que la 5G ne sert à rien ou presque. En gros, pour résumer votre idée, c'est que tout n'a pas besoin d'aller plus vite en somme. Regardez la déclaration de Jeton Bajrami sur notre Twittos sur Internet. La 5G est inutile aujourd'hui tant la puissance de la 4G est suffisante. Pourquoi ne pas attendre pour tenter de la rendre moins dangereuse et moins chère? Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce Twittos, mesdames et messieurs? Vos réactions? Est-ce qu'il y a tout simplement un risque sanitaire, comme on l'expliquait en amont dans la question, au déploiement de la 4G? Allez, on va commencer avec Elsa, bien sûr. Elsa. Un risque sanitaire, pour le moment, il n'y a absolument rien qui a été démontré scientifiquement. Il y a des gens qui sont électrosensibles, mais qui prétendent aussi être indisposés, même par un compteur Linky, donc avec des émissions qui n'ont aucun rapport. Donc d'un point de vue scientifique, il n'y a absolument personne qui a pu démontrer que l'électrosensibilité était autre chose qu'un effet placebo, néobo en fait, négatif. Donc là, pour ça, il n'y a absolument aucune preuve de ce qui est avancé et d'une quelconque perturbation de la santé par la 5G. Ouais. Et ces traditions, Didier et je vais y arriver, Laurent en plateau. J'ai du mal aujourd'hui, mille excuses. À chaque nouvelle génération et à chaque rupture technologique, il y a toujours une crainte sur l'émergence des nouveaux standards. Didier, on l'a vu avec le Wi-Fi, on l'a vu avec la 4G, la 3G, j'en passe.
Ouais, en fait, c'est pas si nouveau que ça, parce moi, je me rappelle de l'époque de la 3G, mais bon, avant, les sauts aussi étaient peut-être un peu plus impressionnants. C'est vrai, quand la 3G arrivait, il y avait déjà beaucoup plus de choses. À la 4G, moi, j'avais eu aussi pas mal ce sentiment. En fait, tout ce qu'on raconte là, c'est beaucoup, je pense, de la méconnaissance. C'est-à-dire que les gens savent pas vraiment ce qu'apporte la 5G. On leur dit meilleur débit, mais aujourd'hui, ils n'ont pas tellement de problèmes en 4G. Et puis il y a aussi beaucoup des informations. Enfin, quand tu regardes le nombre de groupes Facebook, de sites, justement là, on parlait de risques sanitaires, mais moi j'ai épluché le sujet parce qu'on a fait une vidéo l'été dernier, comme voilà, ça arrivait en Suisse et tout, et c'est assez incroyable, mais le nombre d'infox qui est publié sur Internet, tu tapes 5G sanitaire, par exemple, c'est pas forcément l'OMS qui arrive d'abord, c'est plutôt tous ces groupes qui arrivent en premier. Et moi, j'étais assez effaré de ça. Alors, effectivement, sur l'aspect techno, on peut comprendre que les gens soient un petit peu mal informés, mais je trouve que sur l'aspect sanitaire, c'est assez affolant. Ici en Suisse, par exemple, il y a eu énormément de groupes de pression, parce que tu sais qu'il y a des votations, les gens peuvent soumettre des lois, etc. Une démocratie directe et participative, cher ami. Exactement, mais du coup, ça permet le meilleur, mais aussi le pire. Hein. Et tu as des gens qui se battent donc contre l'installation des antennes, mais de manière extrêmement naïve sur la technologie, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de quoi on parle, mais par contre, ils sont contre sur le principe. Et enfin, bon, on va en parler pendant un petit moment, mais je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de faire des émissions qui expliquent l'intérêt de la 5G, qui expliquent aussi ce que c'est que des radiations ionisantes et pas ionisantes. Enfin, moi, tu vois, dans ma vidéo, par exemple, j'ai fait un petit peu de psycho autour de ça, de revenir un petit peu sur nos cours de lycée et d'expliquer aussi aux gens qu'est-ce que c'est qu'une onde, puisque aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent plus du tout ce que c'est qu'une onde. Oui, c'est pour ça qu'on a fait le choix délibéré de commencer par essayer pas de balayer, mais d'expliquer autour des inquiétudes qui peuvent être parfois légitimes autour de l'arrivée d'un nouveau standard. Et c'est une tradition, presque en France en particulier, de voir arriver toujours comme ça des inquiétudes à chaque nouvelle grande génération ou saut technologique. C'est assez étonnant comme Mais réaction. pas qu'en France. Hein. Si on prend le développement du train dans l'Ouest américain, il y a des villes qui ont dit il est hors de question que le train passe par chez nous. Ça va nous amener des brigands, des voyous, des voleurs. Et ces villes ont décidé de refuser le passage du train et ont disparu de la carte. Et c'est très intéressant de se rendre compte qu'entre l'Est américain et l'Ouest américain, les villes qui se sont développées sont les villes qui étaient sur les lignes de transport ferroviaire. Donc je ne veux pas faire un parallèle, mais on a chaque nouvelle arrivée d'une nouvelle technologie, on a toujours c'était mieux avant, ça apporte son lieu de dangerosité. L'humain a un côté conservateur et je pense que c'est comme ça. Alors, il y a des partisans ou des gens qui ne le sont pas justement de la 5G, qui considèrent que ça va représenter un choc énergétique, l'utilisation de la 5G. On va y revenir dans un instant. Mais on termine sur les arguments de jetons Benjamin, notre tweetos, qui parle donc de dangerosité, mais également de moins cher. Est-ce que la 4G est vraiment moins chère que la 5G ? Est-ce que concrètement, d'après les éléments que l'on a aujourd'hui, puisque la 5G a déjà été déployée dans d'autres pays, est-ce qu'elle va coûter déjà plus cher est-ce que, d'une manière générale, les opérateurs, parce qu'on sait qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent on va parler des licences dans un instant, pour justement acquérir ces licences, ne vont pas être tentés de profiter pour augmenter les prix, parce qu'on sait qu'en France, on a la chance d'avoir certainement les prix les plus bas d'Europe, si ce n'est pas du monde, en matière de téléphonie mobile. D'Europe, oui, on est très bas. Du monde, non, n'exagérons rien. C'est sûr qu'avec la 5G, ils vont essayer de monétiser parce qu'ils vont quand même dépenser quelques milliards chacun. Donc, c'est une bonne guerre de leur part d'essayer de rattraper un petit peu les investissements qu'ils vont faire. On a vu avec la 4G, ça leur a pas permis extrêmement d'augmenter leurs revenus. Donc, ils risquent d'avoir la même avec la 5G. Et surtout, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que la 5G, avant d'être pour nous, elle est d'abord à des fonctions pour les entreprises. En fait, les vrais développements de la 5G, ça va être pour les entreprises, pour des usages industriels, pour des véhicules autonomes, pour les données au sens très très large dans les hôpitaux. Pas uniquement le coût de l'opération à distance, qui est un exemple qui est donné tout le temps. Donc, ça va être aussi pour l'usine du futur, l'usine 4.0. Donc, les usages téléchargés encore plus vite. Le dernier épisode de je ne sais pas trop quelle saison sur Netflix, oui, ok, c'est super, mais c'est pas là que ça va être vraiment, et que ça doit être vraiment un game changer pour faire du bon franglais. C'est pas là que la 5G est attendue, en vrai. Oui, et puis il y a aussi les objets connectés. En clair, là, pour résumer,
la 5G va connecter tout ce qui n'est pas connecté aujourd'hui. Oui, et tout le paradoxe est là sur le prix. C'est-à-dire qu'en fait, comme on va parler d'objets connectés, on va avoir moins la notion, ça va être beaucoup d'objets, donc on va avoir envie d'avoir un prix assez minime par objet pour qu'on puisse les connecter. Donc pour moi, sur le prix, on a eu cette annonce à la 3G, on a eu cette annonce à la 4G. Alors oui, à chaque fois ça coûte plus cher, mais les opérateurs gagnent toujours plus d'argent, je dirais marginalement. Pour moi, c'est le cycle évolutionniste des technologies. On verra dans un instant avec Elsa le coût du déploiement, justement, comment ça va se passer. Est-ce que toi qui habites en Helvétie, en Suisse, Didier, est-ce que les prix sont beaucoup plus chers de la 5G puisqu'elle est déjà déployée là-bas par rapport à la France, par rapport justement aux offres de 4G? Qu'en est-il? Alors bon, en Suisse, il faut savoir que jusqu'à présent, c'était quand même assez cher en matière de téléphonie. Tu dépensais facilement, un peu comme aux US, facilement entre 50 et 100 balles par mois pour un forfait. Alors maintenant, avec l'arrivée de Xavier Niel, il y a plein de petites choses qui ont bougé ces dernières années. Ouais, il a lancé l'opérateur Salt voilà, en Suisse. Ici, on n'a pas, par exemple, de limité à 10-15 euros par mois. Ça n'existe quasiment pas, des 30-40 gigas. On est plutôt autour de 20-30 euros. Et là, par exemple, pour donner un ordre d'idée, le forfait le moins cher chez Sunrise, que j'ai sous les yeux, pour avoir la 5G, donc limité, ils disent à 2 gigabits, bon voilà. Pas très loin tu as pour la 5G. 59 francs suisses, donc à peu près une grosse cinquantaine d'euros, en gros. Et il faut savoir quelque chose qui est assez intéressant aussi par rapport à ce que disait Elsa, c'est qu'en Suisse, ils ont eu une politique assez intéressante, c'est-à-dire qu'en Suisse, il y a quand même beaucoup de campagnes aussi, il y a quelques grandes villes, mais il y a beaucoup de gens à la campagne, et eux, ils ont commencé à déployer la 5G comme des box en fait. Pour simplement connecter avec du très haut débit les gens qui ne sont pas forcément raccordés à la fibre optique. Et du coup, on a commencé à voir émerger des offres qui étaient plutôt des off-box avant d'avoir des offres mobiles finalement. Ouais. Et c'était très compétitif parce que la télé ici, ça coûte bien aussi à peu près 100 balles par mois. Et là, tu te retrouvais avec quasiment une ligne fibre optique, voilà, comme si tu habitais en ville. Donc en fait, ils ont une stratégie qui était assez intéressante aussi pour convaincre les gens de passer à la 5G, c'est que il y avait rien en face en fait. Ouais, un peu. Et puis en gros, la 5G pourrait être à la fois pourrait ringardiser la ligne fixe, mais on y reviendra dans un instant. On est à peu près dans... Si je peux juste me permettre de réagir, le fixe wireless, c'est vraiment un autre sujet par rapport à ça. Ça a été développé dans des endroits où la fibre n'arrivait pas, ce que tu viens de dire, Oui. notamment dans les campagnes en Suisse. Aux États-Unis aussi, ils l'ont pas mal poussé. En Australie, je crois que tu as aussi l'exemple. Ouais. Et en France, pour le moment, les opérateurs sont pas trop partis pour faire ça, parce qu'on a un plan fibre très ambitieux qui apporte la fibre notamment dans les campagnes avec tous les réseaux d'initiatives publiques, enfin c'est encore un autre sujet, mais ce qui fait que l'usage de la 5G en fixe wireless devrait être un petit peu moins développé que chez nos amis helvètes. Mais concrètement, ça coûte moins cher d'installer un pylône avec un relais 5G ou de déployer la fibre à l'échelle d'une ville? On pourrait penser qu'il y a un pylône, ça coûte un peu moins cher. À l'échelle d'une ville, la 5G n'est pas une solution pour faire du fixe, d'après les opérateurs télécoms. Parce que la densité, c'est ça, elle passe. La densité, la pénétration dans les bâtiments fait que c'est pas intéressant. Après, dans ce qu'on appelle de l'habitat dispersé, quand tu as une ville un quartier avec plein de petites maisons les unes aux autres, plus des situations à l'américaine, peut être intéressant de mettre un émetteur et qui traverse le jardin, le front yard pour aller jusqu'à la maison. Et ça, c'est plus un habitat à l'américaine qui, en plus, ont un réseau fixe. C'est quand même très pourri, les Américains. Alors, les prix que tu as annoncés il y a un instant, l'ami Didier, autour des 50 € en Suisse. Moi, j'ai trouvé dans l'excellent quotidien Le Figaro un exemple de prix en Finlande à 32 € seulement pour une vitesse de 300 mégabits, 45 € pour 1 giga. Donc, en gros, c'est environ 10 € de plus que la 4G dans ces pays-là. Est-ce que ça te semble une projection raisonnable, parce que la 5G arrive et ça devrait grosso modo coûter à peu près ce prix-là en France, d'après toi? J'ai cassé ma boule de cristal récemment. Donc, comme les opérateurs doivent lancer ça en juillet, ils marchent tous sur des œufs, franchement, et je les interroge régulièrement sur le sujet. Ils ont une capacité à dire tout et son contraire, c'est ça coûtera pas plus cher et on va essayer de le monétiser dans la même phrase, qui fait moi j'ai un peu du mal à savoir à combien ils vont vendre des forfaits 5G pour les consommateurs. Surtout qu'elle va coûter cher, on le disait en préambule. On sait qu'elle a coûté très cher dans d'autres pays qui ont déjà adopté la 5G. On pense notamment à l'Allemagne et à l'Italie, plus de 6 milliards. Elsa, en France, il y a une prix de réserve qui est fixé et qui n'est pas donné pour les opérateurs mobiles. Ouais, alors le prix de réserve en France, c'est 2,17 milliards avec 2 étapes. Donc, on a franchi une première étape hier puisque c'était la fin du dépôt des dossiers
pour les 200 premiers mégahertz, c'est-à-dire 4 blocs de 50. Donc, grosse surprise, on a 4 candidats. Oulala, le suspense. Donc, Bouygues Télécom, SFR, Orange et Free sont bien candidats pour les fréquences 5G. Je pense que vous trembliez tous à l'idée que ça ne soit pas ça. Et la deuxième étape va commencer en avril. Là, c'est les enchères proprement dites sur les 110 MHz qui restent. Donc, ils vont se battre pour avoir chacun, si possible, 50 MHz de plus. Donc, en fait, en gros, il manque 90 MHz pour que tout le monde ait ce qu'il veut. Donc, ça risque de faire monter les prix. Ça va coûter plus cher que la 4G, en résumé, pour aller à l'essentiel? Je sais pas du tout si ça va coûter plus cher que la 4G. Juste une petite précision sur l'Allemagne. Si on compare les fréquences qui sont mises aux enchères là avec ce qu'ont fait les Allemands, donc il faut enlever une partie parce qu'il y avait plus de fréquences qui étaient mises aux enchères en Allemagne. Le spectre était plus large. Le spectre n'était pas plus large, il y avait aussi les 2,6 qui étaient dedans. 2,6 GHz, très bien. Ouais. Donc là, en Allemagne, ils ont mis 3 milliards sur la table. En France, on est sur une analyse en général entre 2,8 et 3, mais c'est pareil, je n'ai pas de boule de cristal. Bon, on aura la réponse, vous allez voir, on va vous donner des dates assez précises, moi j'espère, sur la sortie des offres 5G en France, que ça y est, ça arrive. Au-delà, les craintes pas toujours raisonnées propres à l'arrivée de toute nouvelle technologie insistent à une prise de conscience, je vous le disais en préambule, de l'impact de l'usage du numérique sur l'environnement et qui pèse bien sûr sur le réchauffement climatique. Les données, les centres de données nécessitent beaucoup d'énergie et quelque part, la 5G est mal perçue par certains analystes, certains think tanks. Est-ce qu'on ne risque pas de voir encore, avec la 5G, augmenter la consommation d'énergie, sans parler de tous ces smartphones qui pullulent aujourd'hui en 4G, qu'il faudra remplacer par millions, Laurent? Quelle est ton analyse par rapport à ça? Alors, je vais faire la même analyse qu'au coup d'avant. Je vais sortir du domaine de la technologie et je vais parler de l'efficience au sens large. Si on prend le cas de la France, c'est un des pays les moins efficients politiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a des préfectures. La préfecture en France, c'est une journée de cheval de la personne qui habite à la préfecture. Plus personne ne va en cheval à la préfecture et on a gardé les préfectures. Donc on a un État qui est totalement inefficient. Okay, on peut très bien se poser la même question, de se dire mais pourquoi on ne rendrait pas l'État plus efficient et finalement on se foutrait de la consommation, de l'énergie. Ça compenserait, tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un monde d'inefficience. Donc c'est très marrant de voir aujourd'hui sortir le sujet sur cette prise de conscience. Oui, on a des problèmes. On a des problèmes d'écologie au sens large. Je ne parle pas de politique, je parle au sens de philosophie. On a des problèmes. On doit faire mieux que ce qu'on a fait par le passé. Maintenant, de ramener ça juste à la consommation de chaleur, d'électricité, non, il faut voir ce qu'on va gagner à faire ça. Alors, il y a carrément, je vous parlais de think tank, on pense au Shift Project notamment qui œuvre pour une sobriété numérique et selon le Shift Project, une série en streaming sur un smartphone en 4G consomme 2 fois plus d'énergie que si elle était téléchargée sur un ordinateur et regarder une série sur son téléphone équivaut à 2 fois la consommation d'un four à 1000 kW, alors je ne sais pas comment ils ont calculé ça, qui chauffe dans le vide pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Et c'est vrai que c'est un vrai problème, Didier. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'était des stats de RTE, donc chaque année ils donnent la consommation d'électricité en France et on pourrait se dire là sur ces 10 dernières années que ça a grimpé en flèche parce que les usages ont explosé. Voilà, exactement, on a de plus en plus de choses à brancher tous les soirs, tu vois, tes montres, tes téléphones, tes tablettes, tes ordinateurs et bizarrement la consommation diminue. Pourquoi? Parce que dans la globalité on est un peu plus efficient quand même, justement. On a les ampoules LED, enfin, on a fait tout un tas d'économies aussi sur d'autres choses. L'isolation des maisons, Et le réchauffement climatique joue aussi, le fait qu'on se chauffe moins. Il y a plein de paramètres en fait là-dedans. C'est une équation très très globale. C'est pour ça que résumer ça, comme disait Laurent, juste à la 5G, à 2-3 data centers, c'est pas ça qui va vraiment changer l'équation globale. Ouais. Donc voilà, faut être un petit peu optimiste aussi sur le fait que peut-être qu'on va avoir, il y a tout un tas de choses qui arrivent là, le power grid, énormément de moyens aussi d'économiser de l'énergie. Et je pense qu'il faut voir aussi les progrès qu'on va faire là-dedans ces prochaines années. Alors Elsa, quels sont les arguments de l'industrie de la tech et de la 5G en particulier en faveur ou contre le réchauffement climatique, je ne sais pas. D'accord, donc je vais faire avocat télécom dans une vie future. Ouais. Non, les arguments qui sont donnés, et c'est dans les standards de la 5G, c'est qu'elle consomme jusqu'à 90% d'énergie en moins à consommation équivalente que la 4G, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transférer davantage de données pour une consommation moindre. Alors après, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de consommer toutes ces données, de faire du streaming à tout va, arrêter de regarder. Enfin, c'est aussi une question de citoyen. Alors, il y a même des groupes qui sont allés jusqu'à proposer qu'on bride les forfaits.
c'est-à-dire stop à la consommation à outrance en mobilité. Donc là, on tombe dans le gouvernement chinois qui interdit aux gamins de jouer plus d'une heure par jour à des jeux vidéo. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, j'ai trouvé des groupes donc, qui proposent qu'on bride les forfaits. Je te vois hausser les sourcils, je t'ai vu. Mais la question, c'est donc de ça. Enfin, c'est à chacun d'être responsable. Alors, j'ai découvert ce matin à l'autorité des télécoms une application qui s'appelle Carbon Analyzer qui permet de calculer la consommation carbone de son téléphone. Donc, je l'ai installé. Pour le moment, je ne suis pas hyper convaincue par l'efficacité du truc, mais ça prouve qu'il y a une certaine prise de conscience. Donc, plutôt que de dire ça consomme plus sous les méchants, commençons-nous par avoir des consommations responsables. Faut pas quand on fait une recherche Google avec des fautes d'orthographe, ça consomme. Alors autant faire attention à ce qu'on tape avant d'envoyer sur envoyer et faire une recherche qui soit efficace. Oui. Soyons nous aussi efficients et arrêtons d'aller à cheval à la préfecture, ça sert à rien. Voilà, et puis arrêtons de laisser tourner des vidéos en boucle sur des ordinateurs, sur YouTube, etc. Tout simplement. Enfin, un autre exemple, c'est quand on regarde quand on écoute une émission radio en podcast, écouter une émission radio en podcast en lançant en même temps une vidéo HD, c'est complètement crétin. C'est clair. Ouais, mais là-dessus, c'est pour ça qu'il y a une version audio d'en refait le Mac. Oui, mais YouTube... Parce que tu es trop bien. Oui, j'ai découvert quand même que YouTube, quand tu étais sur YouTube, que tu regardais par exemple un podcast vidéo, au moment où tu désactivais, c'est-à-dire que tu continues à l'écouter, en fait, il baissait le débit pour ne te garder que l'audio. D'accord. Il stream pas, mais je le dis, il stream pas le flux vidéo si l'écran est éteint. D'accord. Il arrête le. Donc mais c'est vrai qu'il y a. Et puis on sait qu'il y a des codecs qui vont arriver de nouvelle génération. Didier, on sait qu'Apple d'ailleurs est fait partie de ce consortium pour réduire les temps d'encodage, réduire également la consommation énergétique. Le futur H265, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, qui va remplacer le H264. Voilà, il y a des solutions aussi technologiques qu'il faut mettre en œuvre pour aussi. Et la prise de conscience, je pense, c'est également nécessaire qu'effectivement nos gadgets techno consomment beaucoup d'énergie. Reprenons à présent les arguments de ceux qui sont pour la 5G, notamment notre tweetos qui s'appelle Jules, qui n'est pas d'accord du tout avec ceux qui affirment que la 4G leur suffit. Regardez son discours. Ceux qui répondent non à la 4G me suffit, franchement, je ne vous comprends pas. Aujourd'hui, oui, le débit de la 4G réussit à convenir à nos besoins, mais je crains que dans 10 ans, elle ne puisse plus. Quand on sera hyper connecté, ça sera impossible à gérer un débit en 4G. Elsa, est-ce que sur le long terme, comme beaucoup de nos tweetos et aussi de ces think tanks et associations de défense de l'environnement, peut-on à long terme vraiment se contenter de la 4G ? Il y a tout simplement un problème qui va se poser avec la 4G, c'est la saturation des réseaux. Comme on consomme tous de plus en plus de données en mobilité parce qu'on fait tout avec un téléphone portable, y compris payer ses impôts, il y a besoin de plus de bandes passantes et à un moment, les fréquences actuelles saturent. Et j'ai déjà cité dans cette émission, mais la semaine dernière, je crois, Marie-Noël Jégo-Lavessière, la directrice innovation de Surange, qui dit si on ne fait rien, en 2022, la 4G est saturée en France. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, à rythme de croissance constant de consommation des données. Donc, à un moment, il faut trouver des nouvelles technologies pour faire face à des nouveaux besoins, sachant qu'il y a quand même un côté vertueux de la 5G qui nous est vendu et que j'ai tendance à croire, qui est on va faire plus avec moins en termes de consommation énergétique. Ouais, Parce que les opérateurs n'ont pas non plus envie de... C'est pas que des grands philanthropes. Hein. Ouais, ils payent aussi l'électricité. Voilà, ils payent la note, quoi. Bien sûr. Laurent. Non, mais on reparlera des usages industriels après, mais même dans l'usage grand public, il est hyper intéressant quand on se retrouve dans un aéroport à la sortie d'un avion. On se rend compte qu'au moment où on se connecte, il est quasiment impossible d'avoir une connexion. En fait, il y a 500 personnes, tu prends un gros porteur. Il y a déjà la 4G qui est saturée. La 4G est déjà saturée. Et donc, moi aussi, je lisais le Figaro Tech, et c'était mentionné dans le Figaro Tech, et c'est tout à fait vrai, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où tu sors du truc, tu as quelques minutes de flottement, tu es déjà connecté, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et 10 000 connexions au kilomètre carré, ce qui peut sembler énorme pour la 4G, mais en fait, dans certaines zones de forte population, dans les forts centres urbains, les gares, les aéroports. Oui, ou les événements, un stade, un concert, il y a plein de cas. Hein. Allez, avançons. Au-delà d'éviter, et pour éviter la saturation de la 5G, la saturation de la 4G, la 5G présente justement de nombreuses avancées. Je vous propose qu'on les passe en revue. La 5G, quels avantages? Tout simplement, le premier avantage, il est évident, la 5G, ça concerne bien sûr le gain de débit jusqu'à 10 gigabits par seconde. Vraiment, c'est le cas, Elsa, Didier, vous qui l'avez testé.
Didier d'abord peut-être. Vas-y. Didier. Alors moi j'ai testé quand c'est sorti, j'ai pas retesté là ces derniers mois, mais j'étais à peu près à 1 gigabit, Ouais. sachant qu'aux États-Unis ils arrivaient autour je crois de 2 à peu près maximum. On nous a promis 10, mais bon pour l'instant je crois qu'il n'y a pas grand monde qui les a vraiment atteints. Et surtout ce qui était intéressant c'est qu'avec 1 ou 2 barres j'étais déjà à 300, 400. Par contre, j'étais assez surpris. Alors, je crois nous, on n'a pas encore les ondes millimétriques, mais c'est vrai que j'ai trouvé que l'atténuation était extrêmement rapide. Là, j'étais, tu vois, ils les mettent à la campagne, donc on était dans la Tu forêt. expliques les ondes millimétriques pour l'audience, s'il te plaît. C'est juste les ondes ont certaines caractéristiques, et puis on a des segments qui sont attribués, enfin des fréquences qui sont attribuées, et voilà, c'est juste une bande de fréquences qui est un petit peu différente. Alors, ce sont des ondes en fait qui s'atténuent plus vite, mais qui permettent d'avoir plus de débit. D'ailleurs, on va avoir bientôt la même chose dans le Wi-Fi. Donc voilà, l'avantage c'est que tu peux vraiment avoir des débits élevés, mais l'inconvénient c'est qu'il faut être à côté de l'antenne ou pas être trop à l'intérieur des immeubles. Et même là justement, la végétation et tout peut jouer un rôle sur ces ondes-là. Voilà, mais par contre, on a quand même des ondes qui sont capables, elles, de proposer du débit en passant effectivement les bâtiments, etc. Mais c'est vrai que moi, dès que je m'éloignais de l'antenne, les débits chutaient quand même assez vite. Dans ce que j'ai pu tester avec les premiers appareils, je pense que ça doit aussi jouer un petit peu. Hein. Alors, les 10 gigabits, c'est bien sûr un débit théorique ELSA. 100 fois plus que le réseau 4G, c'est la promesse, mais ça va prendre du temps. La 4G, c'était la même chose. Le déploiement va se faire progressivement, ELSA. Ah oui, le déploiement va se faire progressivement et comme Didier le disait, c'est aussi une question d'appareils qui vont arriver, de modems. Qualcomm n'arrête pas de présenter des nouvelles générations qui sont de plus en plus performants et puis aussi on va arriver à avoir de nouvelles fréquences parce que pour le moment on aura, je crois que c'est pareil en Suisse qu'en France, il n'y a qu'une partie des bandes de fréquences qui vont être allouées à la 5G qui sont accessibles. Et en plus, la 5G va avoir la capacité d'utiliser toutes les bandes de fréquences qui sont actuellement disponibles, donc y compris des fréquences qui jusqu'à présent servaient à la 2G, 3G, 4G. Et qui vont disparaître. Pas tout de suite quand même. Hein. Ouais. Oui, on sait parce qu'il y a certaines régions qui n'ont que ça aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, il y a une question, tu verras en fin d'émission à ce sujet. Alors, il y a une réaction, justement, quels usages autour de la 5G, une réaction de nos tweetos Boax Niguez avec l'essor du cloud gaming, pouvoir jouer partout tout le temps. La 5G permettra de faire dans d'excellentes conditions. Pour moi, c'est l'intérêt de la 5G sur un smartphone. Un échelle plus large, ça permettra les voitures autonomes et plus d'IoT dans nos villes. Alors, on parle de révolution avec la 5G surtout, également justement pour permettre la voiture connectée, pour permettre ces cités connectées, cette smart city, c'est les temps de latence. En quoi c'est vraiment vital les temps de latence pour voir émerger ce scénario qu'on nous promet depuis des années et qui tarde à venir aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore tout simplement la techno. Alors, l'exemple du jeu est assez intéressant parce que finalement, quand on joue, si tu as 10 millisecondes de latence, c'est-à-dire que grosso modo, tu as déjà pris, je prends un jeu où ça shoot, tu as déjà pris la balle dans la tête avant même que tu le vois. Et si on prend le cas de Stadia, donc on en a déjà parlé dans l'émission. Le système de jeu en ligne de Google. Tout à fait, donc il se joue totalement en ligne. L'arrivée d'une latence très très faible sur les réseaux va permettre d'avoir un jeu finalement avec à la fois une fluidité, mais surtout l'action se passe au moment où tu la vois. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'assez génial. Dans le jeu, on le voit bien. Là, il y a deux sujets. Il y a le jeu, la voiture, la ville. Dans le jeu, c'est certain. Dans la ville, c'est pas la dimension milliseconde, à mon avis, c'est la capacité d'avoir énormément d'éléments connectés. Donc on parle d'Internet des objets, c'est-à-dire une ampoule pourrait être connectée à la 5G, donc finalement d'avoir beaucoup plus de volume, ce qui aujourd'hui n'était pas possible, et tu l'as cité tout à l'heure à cause de la densité. Mais surtout, tu imagines, tu as un opérateur, tu dis je vais mettre de la 4G dans des modules, mais finalement cette 4G elle va venir pomper une partie du débit, ou en tout cas de l'allocation disponible à des utilisateurs dans la rue. La 5G t'élimine ça. Et entre les deux, tu as la voiture autonome. Alors, il y a un rêve de se dire les voitures un jour vont toutes discuter entre elles et finalement il n'y aura pas de problème. Si je cite la semaine passée ou il y a 2 semaines, quand j'étais absent à mon grand regret, le docteur Luc Julia qui disait moi je ne crois pas du tout au mode 5, on va y aller, je ne crois pas que ce soit la plus grosse des révolutions. Sachant que si tu es à 1 milliseconde c'est bien, si tu as une micro-latence et que tu es à 3 millisecondes ou 10 millisecondes, tu crées un accident. Donc c'est pour ça que si on est certain d'être à 1 milliseconde, on est OK. Si on est à 10 millisecondes, pour une raison X ou Y, tu crées l'accident. Donc j'attends de voir. Autant sur les deux autres, je suis entièrement d'accord, autant sur la voiture. Alors, la promesse en termes de latence de la 5G, c'est 1 milliseconde de latence. Donc Elsa, ça va permettre effectivement cette émergence de la voiture connectée. Tu parlais tout à l'heure, et surtout ça va avoir un impact énorme en matière B2B, en matière des entreprises.
ça a déjà été repris une fois, voiture autonome. Oui. Plus que connectée, Oui. parce que connectée, ça c'est à peu près fait. Donc la voiture qui roule toute seule, oui. Enfin, le véhicule autonome au sens large, moi j'ai vu une démonstration très intéressante au Japon il y a 1 an et demi déjà, avec des pelleteuses connectées en 5G. Et en fait, ça permet à un opérateur de piloter plusieurs pelleteuses qui sont, elles, situées dans des sites où il n'est pas, parfois à des milliers de kilomètres. Et dans un pays qui manque de main-d'œuvre comme le Japon, c'est extrêmement pertinent. Donc pour les véhicules autonomes, c'est aussi une question de communication entre véhicules et avec l'environnement. Donc on a la double problématique d'augmenter le nombre de capteurs, parce que quand une voiture parle avec son environnement, elle ne lui passe pas des coups de fil, c'est des capteurs qui s'échangent des infos. Donc plus d'objets connectés et qui communiquent plus vite et qui s'échangent des informations. Donc Didier... on a les deux. Il y a Didier qui tique depuis tout à l'heure. Oui, non, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'on nous dresse un tableau Tu piaffes ou tu tiques de science-fiction et c'est vrai que si on se réfère à ce que disait Luc Julia, il avait tendance à tempérer un petit peu en disant voilà, mais en tout cas, ça nous semble un passage obligé si on veut arriver effectivement à connecter des trains, connecter des bateaux, connecter des avions en temps réel et les piloter à distance. Ouais, je vais revenir sur le temps réel. Le temps réel, c'est la vie. Je veux dire, par exemple, on parlait du jeu tout à l'heure, mais ça peut être la télémédecine, ton chirurgien qui t'opère à distance, mais ça peut être des choses aussi bêtes que, par exemple, tu vois, en musique, quand tu as 10 millisecondes entre un batteur et un bassiste, le batteur est gêné. Oui. Donc, quand tu es à l'échelle de la milliseconde, on pourrait imaginer jouer chacun dans une pièce, jouer ensemble dans un groupe de musique. Tu vois, c'est des choses qui touchent les gens. Ça, c'est des choses que en 4G, tu peux pas faire. Avec la fibre, tu commences à pouvoir le faire. Mais c'est quand même hyper important de pouvoir faire du temps réel parce qu'il y a énormément d'applications en fait, qui nécessitent vraiment d'avoir quasiment zéro latence. Et même quand tu es au téléphone, c'est casse-pied. Quand des fois, tu as un petit décalage, tu vois, tu es gêné, tu voudrais du vrai temps réel. Quand tu fais de la visio, etc., tu n'as pas envie d'attendre que l'autre ait entendu ce que tu as dit pour. Enfin, tu vois, c'est extrêmement pratique. Mais les gens ont besoin de ça, en fait, pour comprendre la 5G. Ils ont besoin d'applications. Oui, il a conclu d'application, mais là, il y a un problème de latence. Voyez, il n'utilise pas encore la 5G. Alors, en tout cas, voilà un beau tableau que nous dressent les industriels et les opérateurs mobiles sur les usages avancés attendus avec la 5G. Bonne nouvelle, elle arrive enfin en France. Alors, pourquoi la France a tardé à la déployer? Quand sera-t-elle disponible? Dans quelle région? On en parle après le busomètre. Le busomètre, les rumeurs et les infos qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple et sur le site Mac Forever, et c'est avec Didier. Et oui, Olivier, on va commencer avec le coronavirus en ce moment, là, un petit peu toutes les semaines. Mais tu vois, là, il n'y a pas longtemps, je discutais avec des gens qui travaillent en Apple Store. Ils commencent à être un peu embêtés puisqu'effectivement, ils n'ont plus de stock sur certains produits. Et surtout, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être réapprovisionnés, d'autant qu'ils ont des hubs en Italie, etc. Du coup, l'action Apple baisse. Là, elle a, je crois, perdu 5% au moment où on faisait cette vidéo. Puis elle continue de baisser parce qu'effectivement, ça va impacter énormément les résultats financiers d'Apple. Il y a des rumeurs qui commencent à dire que la production de l'iPhone 12, de tous les composants autour, pourrait être impactée. Bon, voilà, en regardant à l'échelle d'Apple, évidemment, c'est très restrictif, mais c'est toute l'économie qui est vraiment touchée par ce virus, quoi. Oui, quand la Chine est malade, c'est toute la planète tech qui tousse. Deuxième info ou rumeur? Oui, alors ça c'est une petite vidéo, mais je suis pas sûr qu'elle soit vraiment fiable d'un prétendu iOS 14 qui afficherait donc le multitâche, tu sais, de l'iPhone un petit peu façon iPad. Donc tu verrais un peu plus d'applications à la fois. Bon, voilà, moi je crois apparemment c'est quelque chose qui peut être activé, qu'Apple permet d'activer avec des iPhones jailbreakés, donc c'est pas forcément une nouveauté, mais voilà, est-ce qu'ils ont eu accès vraiment à une build interne? Est-ce que Apple te teste ça? Voilà, on aura la réponse au mois de juin. Allez, on parle matériel dans la troisième rumeur. Oui, puisque toi, je sais pas si tu as commandé des roues sur ton nouveau Mac Pro, non, Olivier. J'ai pas commandé de nouveau Mac. Alors, ça tombe bien puisque tu pourras les commander en supplément. Alors, on rappelle que ça vaut à peu près 480 €, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et il y a une petite vidéo de quelqu'un qui l'a acheté, qui dit qu'en fait, ces roues ne servent à rien parce qu'elles ont même pas de frein. Donc, à 500 balles, t'as même pas un frein dessus. Si t'as pas un sol parfaitement plat, de Johnny Ive, ton Mac Pro se barre. Tu te rends compte? À ce prix-là. Il ne faut pas travailler en descente, c'est ça que tu veux dire? Mais pourquoi ce prix? Quand même, il faudrait qu'on ait un jour un ingé qui nous explique qu'est-ce qui justifie des roulettes à 500 balles. C'est un concept de design. Alors moi je dis plus rien parce que j'ai fait le commentaire en disant, bah oui, la machine pèse 18 kilos, il faut bien que les roues soient chères, et je me suis fait conspuer sur en commentaire. Non mais objectivement c'est hors de prix, quoi. Oui, mais il devrait se maquer avec un fabricant de valises. Ils savent faire des roulettes qui supportent 18 kilos. Bon, on va glisser l'idée largement, ouais. à Tim Cook. Quatrième info, et ça c'est du lourd. C'est du lourd, oui.
sauf que j'ai l'impression d'écrire ça tous les ans. Mais on a donc le célèbre Minchinko qui dit que le Mac ARM arrive en 2021, donc qui s'auto-confirme ses propres rumeurs à lui. Mais c'est vrai qu'on en parle depuis des années. Tous les 2 ans, il nous la ressort, celle-là. Hein, ouais, exactement. Alors, non, mais on sent que. Finalement, un jour, ça va arriver. Voilà, ou alors que Apple le teste, ça c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que vraiment ils y arrivent ou pas? C'est quand même une vraie question. Et surtout, si ça arrive l'année prochaine, ça veut dire quand même qu'ils vont nous le dire cette année pour qu'on prépare les applis et tout. Donc voilà. De toute façon, il peut pas annoncer ça dans 3 mois. Hein, c'est clair. C'est forcément quelque chose qui se joue à plusieurs années, voire une dizaine d'années, le temps de mettre ça sur toutes les machines, évidemment. Je souhaitais que le relatif immobilisme qu'on a assisté autour du Mac ces dernières années soit justifié par une importante transition, il faut l'espérer, autour du Mac ARM. Voilà, positivement. Moi, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de positif. Hein. Ouais, en tout cas, en termes il y aura des roulettes intégrées? Je sais pas. Mais en tout cas, en termes de consommation énergétique et de rapport performance-consommation énergie, si on s'en tient aux performances on demande à voir, Olivier. La puce des iPhones, si tu peux en mettre plusieurs dans un Mac, ça peut être intéressant. Mais après, parce que sous Windows, pour l'instant, c'est pas terrible, hein, ce qu'ils nous ont montré. Ouais. Et en plus, c'est des gros processeurs, c'est-à-dire que si tu commences à mettre 8, 12, 16 cœurs, parce que c'est de ça qu'on parle, avec des grosses fréquences, ça consomme aussi. Ouais. Et voilà. Enfin, moi, j'attends de voir Final Cut tourner sur de l'ARM. Oui, moi j'attends aussi. Comparé à un Mac Pro, et après on en discute. Allez, dernière rumeur. Oui, alors on parlait d'ondes tout à l'heure. Avec l'iPhone 12 pour arriver le Wi-Fi AY. Donc qui est un Wi-Fi, on le disait, un petit peu plus rapide sur des très courtes distances. Donc voilà, ça pourrait permettre d'échanger un petit peu plus rapidement des fichiers, par exemple en AirDrop. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que déjà ils nous mettent le Wi-Fi 6 sur les Mac, hein, parce que le 16 pouces et tout, là, les gens ils commencent à avoir un petit peu les boules d'acheter des machines. Et que sur l'iPhone le dernier 11, Wi-Fi, c'est ça, 11 et 11 Pro, c'est ouais, tout. Exactement. Et même sur le Mac Pro, tu n'as aucune possibilité de mettre du Wi-Fi 6. Ce qui est quand même assez hallucinant. Allez, on revient à la 5G. Elle arrive, ça y est, faut-il attendre ou craquer de suite? Quelles régions seront couvertes? Quels opérateurs? On vous dit tout. Alors la 5G débarque en France. Premier constat, Elsa, elle a pris du retard, la 5G, hein, alors qu'elle est déjà déployée dans 25 pays, soit une quarantaine d'opérateurs. On pense au Japon, à la Chine, l'Australie, les États-Unis, la Corée, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Finlande, l'Australie. Alors, avant de parler du calendrier du déploiement, pourquoi ce retard? Elsa, on pense naturellement à la guerre américaine et chinoise et autour de l'importance du fournisseur numéro 1 d'infrastructures 5G, à savoir Huawei. Alors, on peut toujours dire que c'est de la faute des autres et notamment de la faute des Chinois. Hein, ça fait de mal à personne, surtout vu de Paris, mais pour le coup, ils y sont pour rien. Ni les Chinois, ni les Américains. Le processus d'attribution de la 5G, en France, il est franco-français et on a pris du retard dans la mise en place des appels d'offres, des processus d'enchères. Je pense que tout le monde a un peu fait traîner le sujet. Les opérateurs n'étaient pas hyper pressés de débourser 2,5 milliards, 3 milliards. Donc ça a un petit peu traîné tout ça et on attendait. Et depuis le début, de toute façon, les opérateurs français misent sur un lancement en 2020 en disant on n'a pas les cas d'usage, on ne sait pas comment on va monétiser, c'est pas ci, c'est pas là. Après, on s'aperçoit que dans les pays où c'est lancé, ça va beaucoup plus vite que ce qui était anticipé et que c'est comme pour la 4G, hein, les fonctions, la fonction crée l'organe. Personne n'aurait imaginé le succès de Spotify quand on avait des ordinateurs, des smartphones qui ramaient en 3G. Ouais. Donc il y a d'autres fonctions qui vont arriver, qui vont voir le jour avec l'usage de la 5G. Donc là, franchement, la guerre, ça ne va pas arranger nos affaires sur le déploiement, la guerre sino-américaine, le fait que les Français ne puissent pas tous utiliser Huawei, etc. Mais sur la mise en place de la 5G, le processus d'enchère, etc., je crois qu'on est assez grand pour se tirer des balles dans le pied tout seul. On a besoin de personne d'autre. Voilà. Alors après, sur le timing exact, là, il y a un premier qui a été franchi. Enchère en avril, mi-avril. Processus tout fini à la mi-mai à peu près. Et il y a eu un point de l'autorité des télécoms ce matin, donc j'ai tout bien en tête, oui. C'est tout frais. Et en juin, attribution des fréquences, a dit le président de l'ARCEP. Et pour de premières commercialisations en juillet, sachant que les fréquences ne sont pas libérées sur tout le territoire et que ceux qui manqueront l'auront le 1er janvier 2021. Donc, c'est peut-être pas la peine de tout de suite acheter un smartphone 5G à 2 500 €. Oui, tu penses au dernier téléphone de chez... Je pense à rien. De chez Huawei, le téléphone pliant qui a été présenté cette semaine, notamment, qui est très séduisant, effectivement, et qui est 5G, mais 2 490 €. Waouh, ça fait cher. Concrètement, on s'aperçoit finalement qu'Apple ne s'est pas vraiment pressé pour lancer un iPhone 5G. Est-ce que vous pensez qu'il y avait véritablement urgence, Laurent? Mais Apple ne s'était jamais pressé pour lancer un 4G, c'était pas pressé pour lancer un 3G. Hein.
Je tiens à vous rappeler que quand l'iPhone 3G est sorti, il y avait, je sais pas, 9 mois de retard L'iPhone par Edge rapport... est sorti, il y avait déjà du 3G partout. Ouais. Et donc du coup, et ça les a pas empêchés d'en vendre, et ça les a pas empêchés, non, je suis pas inquiet. Ouais. Didier, selon toujours ton copain, l'analyste Ming-Chi Kuo, les prochains iPhone 5G seront d'abord 5G, c'est déjà une nouvelle cette année, au mois de septembre 2020, date de présentation traditionnelle des iPhones, et elles géreront bien les 2 bandes de fréquences, c'est important de le préciser, sous les 6 GHz, qui va être le premier déploiement, si je comprends bien, de la 5G, notamment en France, et puis plus tard, les ondes millimétriques dont tu parlais tout à l'heure, Didier. Oui, bon, quitte à arriver en retard, autant arriver avec le maximum. Mais après, c'est vrai que l'iPhone est aussi un produit mondial. Donc il faut qu'il s'adapte un petit peu. Il y a des endroits où il y a déjà ces ondes millimétriques, d'autres pas. Voilà. Rappelle-toi, il y a eu une époque où il y avait, je ne sais plus combien de modèles d'iPhone en fonction des bandes de fréquences. C'était assez casse-pied d'ailleurs. Au début de la 4G, il y avait certains appareils qui fonctionnaient pas. L'iPhone 5 ne marchait pas en France jusqu'à l'arrivée de Bouygues Telecom. Et aujourd'hui, voilà, il y a encore, c'est un petit peu cette histoire-là en 4G. Donc voilà, ils arrivent avec le max. Après, c'est vrai que, comme disait Laurent, ils ont toujours été en retard, mais c'est vrai que là, les prix sont tellement élevés. Quand tu achètes un appareil à 1500 balles, t'aimerais bien pouvoir peut-être le revendre d'ici 2-3 ans sans perdre trop d'argent. Et là, c'est vrai que si tu achètes aujourd'hui des modèles 4G, tu te dis peut-être dans 2-3 ans. Bon, ça va quand même un peu moins vite. La transition, je pense 4G, 5G ira un peu moins vite que quand on est passé de la 2G à la 3G. Enfin, là, tu avais quand même un bond de vitesse qui était assez phénoménal pour la vidéo, etc. Là, c'est vrai que, tu vois, moi, depuis que j'ai ce téléphone 5G, j'en fais pas non plus des caisses. À part quand tu te connectes un peu avec l'ordi, c'est quand même agréable d'avoir un peu de débit. Mais peut-être que les gens sont aussi un petit peu moins pressés au niveau des usages. Mais voilà, faut pas, comme disait Elsa tout à l'heure, faut quand même se méfier des nouveaux arrivants. D'ailleurs, les gens qui disent aujourd'hui, j'ai pas besoin de la 5G, dis-leur de se connecter en 3G, simplement d'activer que la 3G et d'essayer de charger des vidéos YouTube ou simplement du Spotify. Ça met des plombs en fait. Et on se rappelle plus de ça. Donc, Laurent, voilà. en plateau. Alors, en fait, c'est dans mes notes, en préparant l'émission, je m'étais dit, bon, je suis connecté à Internet depuis très très longtemps et je me rappelle, en 95, la page, on la voyait apparaître lentement. Et je me dis, aujourd'hui, on n'accepterait plus de voir une page, se charger une page web. Il y a cette espèce d'instantanéité. En tout cas, c'est assez rapide pour qu'on ressente plus ces choses-là. Donc, je vais prendre les 2 points et je suis tout à fait d'accord avec à la fois Didier et Elsa. Elsa a dit quelque chose de très très juste. Elle a dit l'organe fait la fonction. Non, la fonction fait l'organe. La fonction fait l'organe dans le bon sens, effectivement. Il a pris des notes, t'as vu Elsa? Non, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il va se créer des choses. Et tu as cité, je ne sais plus qui a cité Spotify, et c'est tout à fait vrai. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas rechigner à l'innovation parce qu'on va découvrir des choses nouvelles qu'on ne faisait pas avant et dont on parle même pas aujourd'hui. On n'a pas dans notre liste, on envisage, on imagine, mais on n'imaginait pas effectivement qu'on écoute même la consommation de vidéos. Je sais pas si tu imagines qu'à un moment donné, on parle tout à l'heure, tu parlais de consommation électrique. Enfin, il faut imaginer qu'à un moment donné, Netflix t'envoyait des DVD par la poste. Et je ne sais pas si tu imagines le coût de prendre, déjà de créer le DVD, donc du plastique, de le mettre dans une enveloppe que tu allais jeter, de le recevoir, de le renvoyer. Aujourd'hui, on a vachement gagné dans plein de domaines. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une vision globale. Tout à fait. Du process entre effectivement un serveur qui va lancer des vidéos en HD et qui va consommer beaucoup d'énergie, de l'autre, avant on produisait des DVD ou des Blu-ray. Et puis dans le cas de Netflix, il y avait des camions qui roulaient pour aller amener une boîte en plastique qui contenait le DVD. Ça s'appelle des facteurs, mon cher ami. Bref, question précise, regardez, de Sébastien. Je me demande si ce sera un jour intéressant en déplacement. La 5G nécessite beaucoup plus d'antennes. Ce serait très difficile et pas trop rentable de couvrir tout le territoire avant longtemps. Alors en clair, quid du déploiement? Va-t-il nécessiter plus de temps que la 4G ou la 3G? Est-ce qu'il va falloir plus d'antennes pour pouvoir couvrir tout le territoire, Elsa? Alors ce matin, on a eu une réponse claire du président de l'ARCEP, on va croire les oracles, qui dit non, il n'y aura pas besoin de plus d'antennes dans un premier temps, puisqu'en fait, les opérateurs vont coller sur leur pylône 4G des équipements 5G. Dans un deuxième temps, oui, probablement plus d'antennes. Alors est-ce que ça va prendre plus de temps? Il y a une ruse, notamment en France, qui est dans les obligations qui sont faites aux opérateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement faire un chèque pour avoir les fréquences, ils s'engagent aussi à déployer rapidement dans des zones peu denses ou dans des zones d'activité qui ne sont pas normalement dans leur cœur de cible. Alors, spontanément, ils ont tendance à faire les grandes villes vite parce que c'est là où il y a les clients, les grosses entreprises, etc. Mais ils ont aussi l'obligation contractuelle, sous peine de pénalité financière, et quand on touche au portefeuille, on est tout de suite mieux entendu, de déployer plus rapidement la 5G dans les campagnes. Donc, ça devrait aller plus vite
pour la 5G que ça n'a été pour la 4G. Alors, il faut... Surtout qu'ils n'ont pas respecté cet engagement sur c'est ce que j'ai dit. les fréquences passées, quoi. Si, ils l'ont respecté, ils se sont fait retoquer quand même. Là, non. Ils l'ont retoqué, mais on est resté en retard. Non, Elsa, ils l'ont pas. Je suis pas d'accord. Ils l'ont pas respecté. Ils l'ont pas respecté sur la 3G, ils l'ont sur la 4G. Même sur la 4G, je vais te rappeler une chose, et c'est là où je dois reconnaître quand même une qualité de l'ARCEP. En fait, c'était très marrant parce que on le sait, nous en Corse, on avait des zones blanches, mais quand je dis blanche, c'était je ne sais même pas s'il y avait une couleur, quoi. Et c'était très marrant parce que quand tu allais sur les cartes des 3 opérateurs, principalement, parce que c'est une période où finalement Free se servait du réseau d'Orange, mais les 3 opérateurs, les zones étaient couvertes. Il y a des endroits où tu savais, toi, avec ton téléphone, que c'était pas couvert du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, il y a eu une analyse indépendante, et donc tu avais des cartes différentes sur le site de l'ARCEP. Et là, tu réalisais qu'en fait, les cartes, quand tu superposais, il y avait un terrible écart entre la carte, ce qu'on te disait la carte. Ouais, une zone de totale transparence. Donc je pense que c'est un petit peu ça, où derrière, il y a un petit peu, écoutez, vous avez joué le jeu, c'est très bien. Vous n'avez pas vraiment fait ce que vous avez dit que vous feriez. Maintenant, on va mettre une pénalité derrière. Et je trouve ça très bien pour nous, je dirais, consommateurs. Une pénalité, il faut qu'ils déploient aussi. Oui, tout à fait. Mais ça inspire. Regardez une réaction sur Twitter de Hey Martoni, pour les moins de 20 ans ne pourront pas comprendre, qu'on mette déjà la 3G sur 100% du territoire. C'est vrai que dès qu'on s'éloigne un petit peu des grands centres urbains, il y a souvent le signe E qui apparaît sur nos iPhones. Alors franchement, Elisa, est-ce que la 5G peut-elle vraiment arriver partout ? Et est-ce qu'au final, parce que ça va tellement changer la donne pour beaucoup de gens dans les centres urbains, est-ce que ça va pas un peu plus creuser la facture numérique, ce fossé numérique entre régions françaises, villes et campagnes, Elsa ? Oui et non, parce que quelque part, sur certains usages, on s'en fiche, parce que la 4G est en train d'être déployée massivement en France avec le New Deal mobile, donc c'est un contrat entre les opérateurs et l'État pour accélérer et couvrir plus de zones blanches. Donc les petits villages où il n'y a pas vraiment de gros besoins industriels, etc., eux devraient avoir la 5G quand même, la 4G pardon, assez rapidement. Et ensuite la 5G, je le redis, les premiers usages attendus, c'est avant tout des usages business, plus que pour les particuliers. Alors on a parlé de la voiture autonome, la patronne une fois de tout ce qui est développement de Verizon, donc l'équipementier américain, disait nous on a vachement de projets pour la 5G, notamment pour le commerce dans les campagnes. Plutôt que de vous faire essayer des vêtements, vous allez essayer en direct avec des avatars en réalité virtuelle et ensuite vous pourrez vous faire envoyer directement la bonne taille à la bonne couleur sans faire des allers-retours. Donc ça a aussi un impact positif sur l'environnement. Donc on voit des usages et ça c'est très ciblé. En fait ça implique des développements qui sont quand même assez ciblés. Donc couvrir tout le territoire en 5G, je pense qu'il n'y a pas non plus une nécessité absolue de le faire immédiatement, mais il y a quand même des engagements, je le répète, forts qui sont pris pour que les territoires ne soient pas oubliés, pour que ça aille très vite sur les grands axes de circulation, pour que les zones industrielles clés le soient aussi rapidement. Donc, je suis dans ma section, dans ma séquence optimiste, parce que je me dis que je vais repartir avec mon vélo, que je ne vais pas prendre d'orage sur la tête non plus. Enfin, ça te permet de feuilletonner comme ça durant des semaines et des mois dans le Figaro, c'est plutôt bien vu. Concrètement, ça se passe comment aujourd'hui, alors que tu as un peu plus d'un an, après un peu moins d'un an que la 5G est déployée en Suisse? Est-ce qu'effectivement, le déploiement suit les promesses des opérateurs? Alors, ce n'est pas la même régulation qu'en France, mais qu'en est-il en Suisse, Didier? Eh ben, comme je te le disais, ils ont beaucoup déployé à la campagne, si bien qu'il n'y en a quasiment pas en ville. Alors, j'ai pas regardé la carte hier soir, mais je l'ai regardé il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que alors ça commence un petit peu, puis ça dépend aussi. Là, pour l'instant, il y a pas encore tous les opérateurs non plus dessus, mais ici, il y a vraiment des fortes oppositions parce qu'en fait, ici, la 5G demande aussi. Enfin, la Suisse est un pays un peu particulier parce que par exemple, ils ont des normes d'émission vachement plus faibles qu'en France. Ce qui fait que dans les bâtiments, tu captes rien, tes téléphones sont toujours un petit peu à fond. Et ce qui fait aussi, d'ailleurs, ici, les organismes de régulation râlent un peu parce que ça oblige à augmenter le nombre d'antennes, justement. Et du coup, là, la 5G impose aussi en fait, de demander l'avis de tous les résidents, par exemple, d'un immeuble, si tu veux mettre la 5G au-dessus. Et de ce que j'ai entendu dire, il y a énormément de problèmes actuellement pour faire valider ces installations. Donc voilà, après... Effectivement, ça viendra peut-être avec le besoin, ça viendra peut-être petit à petit, mais c'est vrai que là, au bout d'un an, moi, je suis pas vraiment frustré que l'iPhone n'ait pas la 5G, parce que je suis majoritairement en ville, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que je serais à la campagne et j'aurais aucune
aucune fréquence. Il y a un dernier point quand même que je voulais relever, on en parlait juste avant, c'est vraiment les axes de communication, le disait très bien Elsa. Par exemple, moi je prends souvent le TGV, et le TGV en France, il y a très peu de lignes et il y a très peu d'opérateurs où tu as le signal tout le long. Je suis passé récemment, ces dernières années chez Orange, et Orange est un des rares à avoir par exemple les lignes Paris-Lyon où tu arrives quasiment à tenir un signal 4G stable, et je sais de sources sûres que ça leur coûte très cher, mais je trouve que c'est un vrai argument commercial de pouvoir travailler dans le train. Peut-être plus important qu'effectivement l'avoir au fin fond de la Corse avec tes moutons, mais bon. Mais non, mais le problème, c'est moi quelque chose me dit qu'on n'est pas prêt de voir la 5G dans le NIO, notamment, mais bon, c'est pas une surprise, on n'a pas déjà la 4G, donc la 5G, t'imagines, mais on ne sait pas, ils vont peut-être toucher par la grâce, les opérateurs. Donc concrètement, en Suisse en tout cas, et c'est vrai que j'ai fait également le même constat lorsque j'étais en Australie lors des fêtes cette année, ils déploient plutôt la 5G pour des besoins à la maison. Ils déploient des box 5G. Alors, il y a déjà des box 4G en France, notamment. Mais ces box 5G, évidemment, elles autorisent de la connexion de plus de devices, de plus d'appareils. Et on peut sans problème avoir 5, 6, 7 personnes qui tirent dessus en HD, en 4K, et ça passe sans souci. Le seul détail, vous voyez une vidéo d'un tutoriel d'un opérateur australien, il précise bien qu'il faut le mettre du côté de l'antenne, sinon ça ne marche pas bien. Donc ce que tu disais est très juste, Elsa. Très important de se positionner au plus proche de l'antenne qu'on voyait sur l'image, la pièce en tout cas, et après évidemment ça rayonne en Wi-Fi au sein de la maison. On va voir quelles seront les politiques des opérateurs en France et s'ils vont aussi l'utiliser pour certaines régions comme la nôtre qui nous est si chère, mon cher Laurent. Qu'en est-il des offres commerciales? Une question encore, peut-être Didier, tu peux répondre pour la Suisse, de Mac Geek. L'offre commerciale des opérateurs avec des enveloppes de data, c'est une tradition dans le monde entier. Est-elle en fin de vie avec la 5G? 100 gigas serait ridicule avec le temps, effectivement, on peut le penser. Qu'en est-il en Australie, en Suisse aujourd'hui? Alors là, comme on est sur des forfaits chers, écoute, moi, ce que je vois, c'est que c'est illimité. Alors, c'est étonnant parce qu'en France, on commence à avoir, des paquets de débit qui deviennent un peu la norme maintenant. Tu as 30 gigas, 50 gigas, puis après, c'est ultra lent. Et en Suisse, ils sont beaucoup revenus à de l'illimité. Voilà, tu as vraiment du vrai illimité. Tu peux consommer autant de données que tu veux. Évidemment, je pense que le pays est différent, on ne peut pas vraiment comparer non plus. Mais là, pour l'instant, les forfaits que j'ai, ils sont tous illimités. Alors, ça a encore plus de sens, forcément, quand tu le prends pour la box à la maison. Elsa, tu confirmes, a priori, le système des enveloppes, en tout cas, va être transformé. Ils vont monter les seuils, c'est logique, vu les débits proposés. Mais moi, je ne confirme rien du tout sur les offres commerciales des opérateurs. Tu as des infos, mais tu ne veux pas nous les donner, c'est ça? Non, ils réfléchissent tous à toutes les pistes, en fait. Ils ont ouvert la boîte à idées et ils regardent tout ce qu'ils pourront faire dans tous les sens. Donc, évidemment qu'il y a des idées au début de mettre des forfaits plus chers en se disant on va commencer par s'adresser à des super technophiles totalement geeks et qui ne vont pas hésiter à payer un petit peu plus cher si on leur dit tu vas avoir 100, 300, 400 gigas de data avec des débits incroyables. Donc évidemment qu'ils réfléchissent à ces possibilités. Mais j'insiste, j'ai encore beaucoup discuté avec eux cette semaine, ils sont quand même très, 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 très focalisés sur le business, l'entreprise. On n'en a pas parlé, mais aussi les réseaux privés pour entreprises. Laurent Katzen Lecture évoquait le cas d'ADP qui va déployer, qui commence par l'aéroport de Paris, qui commence par la 4G, mais qui va mettre de la 5G dans les aéroports. Et ce ne sera pas pour les utilisateurs, ce sera vraiment pour les salariés qui sont sur site et qui auront leur réseau privé à eux avec des usages bien particuliers. Pour éviter de perdre nos bagages, tout simplement aussi. Tout simplement aussi, on peut imaginer cet exemple. C'est un des usages. Retrouver les valises. Oui. J'ai appris un truc complètement dingue, c'est que les codes barres qui sont accrochés sur les valises ont une durée de vie d'un mois. Donc si au bout d'un mois vous avez perdu votre bagage, c'est mort. S'il n'y a pas le nom, prénom et tout ça dessus, c'est perdu. Moi j'ai appris ça la semaine dernière, donc je vous le dis. Ouais, parce qu'en fait, c'est une impression. Mettez bien les noms sur les bagages. C'est une impression thermique, effectivement, dès qu'il y a un peu. Alors, ce qui est très intéressant, et j'ai découvert ça. Non, c'est qu'il réattribue le code. Il a une durée de vie d'un mois, le code. Oui. C'est pire que ça. Oui, mais après, un bagage qui se retrouve en erreur sort des tapis. Donc, du coup, c'est pour ça que quand on vous colle le bagage, il y a souvent des petites étiquettes. Qui font peut-être 1 centimètre de hauteur sur la largeur et qui est collé aussi sur la valise sur lequel il y a le nom, votre nom et tout qui apparaît. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai découvert la semaine dernière, c'est que les étiquettes ADP avaient un capteur RFID à l'intérieur maintenant. D'accord. Oui, mais ça se fait dans le cadre du développement qu'ils sont en train de faire sur
C'est la première fois que je le voyais, donc. les nouveaux réseaux. Concrètement, là, les opérateurs sont vraiment sur un pied d'égalité en termes de déploiement, ou on pense à l'opérateur historique, pour ne pas le nommer, qui est un peu plus en avance? Alors, en termes de déploiement, ils partent tous à peu près au même niveau, sachant qu'ils n'ont pas tous les moyens pour faire des tests, etc. Ce qui va vraiment changer, et là où on a entendu Bouygues et Martin Bouygues himself hurler la semaine dernière à la distorsion. Ouais, fermement, sur une éventuelle distorsion de concurrence. Et on revient à ton premier point, Olivier. Et oui, nous allons parler de Huawei. Ah, tu vois, j'attendais. Comme SFR et Bouygues Télécom dépendent à peu près la moitié de leur réseau mobile de Huawei, si on leur dit non messieurs, ça sera sans Huawei, en fait, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Un swap complet du réseau 4G Huawei vers du Ericsson, du Nokia, et là on ouvre la boîte de Pandore. C'est une catastrophe industrielle pour eux. Ils vont prendre un retard pas possible, donc ils sont prêts à tous les conseils d'État. Je sais pas, droits de l'homme à l'ONU, j'en sais rien ce qu'ils vont nous imaginer, mais ils sont très énervés à cette perspective-là. Donc, sur le papier, ils partent sur un pied d'égalité. Ouais. En vrai, ça risque d'être un peu plus compliqué. Laurent, pour conclure. Il y a même eu des bruits de couloir qui disaient que les Américains pourraient racheter ou Nokia ou Ericsson pour pouvoir faire le truc. Donc imagine si au milieu de ça, tu as l'analyse anticoncurrentielle. Bon bref, oui, parce non mais c'est plus que des bruits de couloir. Hein. C'était le comment s'appelle, le ministre de la Justice américain qui l'a évoqué. Réfléchir à c'est un gros bruit de couloir. Quoi. Ouais, donc en gros la jurisprudence, en tout cas la position de la Commission européenne et du commissaire européen, à savoir Thierry Breton, qui est français notamment en ce qui concerne l'innovation entre autres, et c'est de dire en gros on n'est pas contre Huawei, mais on est très vigilant que vous ne le mettez pas en cœur de réseau. Et le problème des SFR, ou en tout cas de Bouygues, c'est qu'effectivement ils sont majoritairement, ou en tout cas la moitié de leur réseau est en Huawei, ce qui n'est pas le cas de... Oui, mais ils n'en ont pas en cœur de réseau. Ils n'en ont pas en cœur de réseau. Ni SFR, ni Bouygues Télécom. Donc, a priori, on pourrait le mettre en périphérie, ça ne poserait pas de problème. Ah, ça, on ne sait pas, puisque aujourd'hui, ils doivent demander l'autorisation de l'Agence nationale de la sécurité, etc., etc. Et donc, tant qu'ils n'ont pas la réponse, un beau téléphone, tant qu'ils n'ont pas la réponse de l'Agence nationale de sécurité, on ne sait pas si les équipements Huawei vont passer entre les fourches codines du législateur. En tout cas, une chose est sûre, pour conclure cette émission sur la 5G, pour nous qui produisons des podcasts audio et vidéo depuis des années, croyez-moi, la 5G va nous changer la vie, à la fois pour vous permettre de vraiment pouvoir recevoir les podcasts, vidéos et audio partout sans difficulté, parce que par moment, c'est toujours des zones blanches. Mais au-delà, pour les tourner en mobilité, croyez-moi, ça va tout changer. Alors évidemment, il y aura toujours des zones, si on veut aller tourner dans le Niol, on aura un peu de mal. L'année dernière, on a essayé. On y est presque arrivé. C'est où ça d'abord? C'est la plus belle région de Corse. Je ne suis pas forcément d'accord. Mais passons. De loin. De loin. Mais bon, c'est la Corse du Nord, si tu veux. Non, c'est de la vraie Corse. C'est la vraie. Mais là, on part sur un débat, on en a pour 2 heures. Mais ça va nous permettre de faire concrètement des choses extraordinaires, puisque aujourd'hui, les télés utilisent déjà quasiment plus de solutions satellitaires pour faire des duplex. Ils utilisent des systèmes qui sont assez onéreux pour faire de la multiligne 4G. Vous avez 7-8 lignes dans des petites valises. Et ça coûte beaucoup moins cher que déployer évidemment un faisceau satellite qui coûtait une vraie fortune il y a quelques années et toujours aujourd'hui. Demain, avec un 5 téléphone 5G, vous aurez la puissance phénoménale et vous permettre de faire des directs partout. Moi, j'ai hâte vraiment d'essayer ça et d'expérimenter d'autres formats. J'espère qu'on pourra vous proposer ça dans On refait le Mac et la future chaîne d'On refait le Mac qui n'existe pas encore et qui va s'appeler ORLM.tv, dont vous voyez le petit logo ici à gauche, qu'on a déjà mis depuis le début de l'année et qui va prendre ampleur dans les mois et les semaines qui viennent. Nous arrivons au terme de cette émission, ou presque. Place à vos coups de cœur. Les coups de cœur, honneur aux dames, et on commence avec Elsa. Alors moi, pour rester dans la thématique environnement friendly, j'ai un petit coup de cœur pour une application qui s'appelle Greenly et qui permet de mesurer son impact écologique. Enfin, elle récupère une partie des données bancaires, alors promis, c'est sécurisé, et elle recalcule en fonction des dépenses qui sont effectuées, quelle est notre empreinte environnementale et éventuellement pour inciter à avoir un comportement plus vertueux. Je le dis tout de suite, c'est pas 100% au point, mais c'est déjà un bon indicateur et je trouve que la démarche est assez louable et assez sympathique. Oui, de même que l'apparition des fonctions de temps d'écran sur Android ou sur iOS qui manquaient. Oui, non, mais là ça va plus loin, c'est-à-dire que quand tu vas faire tes courses au marché et que tu dépenses avec ta carte bleue, il dit tu as acheté tant de viande, ça correspond à peu près en général en moyenne à tant d'émissions de CO2, tant de légumes ça fait ça, tu payes
l'essence, ça prend en compte, ça va au-delà de l'environnement du smartphone. Ce que je veux te dire, c'est que les opérateurs, enfin les constructeurs de mobiles, ou du moins les développeurs d'OS pour mobile, devraient aussi intégrer dans ces fonctions de temps d'écran ce que ça représente en termes de consommation, et notamment auprès des jeunes qui sont les plus aujourd'hui sensibles en termes des... C'est formidable sur les enjeux de l'environnement, c'est les plus jeunes qui poussent et c'est très bien, mais c'est aussi eux qui consomment aujourd'hui le plus de données avec nos réseaux mobiles, on le sait. Non, c'est Didier qui va prendre la parole, qui enchaîne avec les coups de cœur. Alors, on parlait de musique tout à l'heure, moi j'ai testé là ces dernières semaines, d'ailleurs il y aura peut-être une petite vidéo qui va sortir cette semaine, des micros pour iPhone. Alors je peux te les montrer un petit peu à la caméra. Donc des micros qui viennent se clipser sur l'iPhone, tu vois, pour faire tes directs, avec une petite prise Lightning qui va bien, donc tu peux le brancher directement dessus, et ça t'offre un meilleur son, on va dire, que les anciens iPhones. Sur les nouveaux, j'ai pas trouvé que la différence était forcément terrible, mais ils ont en fait, donc c'est des Italiens qui s'appellent IK Multimédia, qui sont très connus dans le milieu de l'audio parce qu'ils sortent plein de périphériques, et ils t'ont sorti, là tu vois, j'ai 3 modèles, donc plus ou moins gros zizi, petit zizi, voilà. Par contre, il y a tous les prix, hein, c'est 50 €, 100 €, et je crois que le gros il est à 150 €. Ça dépend un petit peu de ce que tu fais, si tu fais de la voix et tout. Et on a testé ça avec des filles qui ont fait The Voice. Voilà, dans ma petite vidéo, vous pourrez aller voir. Filles qui ont fait The Voice. Pourquoi des filles? Oui, parce que c'était un groupe de filles, voilà. Oui, voyons. Il y a beaucoup de filles à The Voice. Hein. Oui, je sais bien. Bon, oui, aussi et voilà, et justement, on analysera un petit peu la différence de son entre les différents micros, et surtout avec les derniers iPhones, puisque les derniers iPhones ont vraiment d'excellents micros qui sont stéréo et tout. Et franchement, si tu as un iPhone récent et que tu fais de la musique, ça vaut presque le coup d'acheter l'iPhone pour s'enregistrer juste comme ça. Voilà, tu n'as pas besoin d'acheter des micros à côté tellement c'est bon. Merci Didier. Laurent, de ton côté? Alors moi aussi, c'est une application qui s'appelle IoT Assistant, qui est développée par l'université Carnegie Mellon aux États-Unis. Alors c'est un peu frustrant parce que elle n'est pas aussi efficace en Europe que sur le continent nord-américain, mais en fait, elle cherche des sources d'informations qui peuvent capter ton positionnement, des caméras publiques dans la rue, et qui fait que ça peut apporter atteinte, je dirais, à ta privacy, donc ta vie privée. Et c'est assez, je trouve la démarche assez instructive. C'est le début. Je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus, mais dès qu'il découvre une faille, il l'affiche, et c'est pas mal. Je trouvais ça pas mal. Je vais essayer. De mon côté, regardez, je l'ai là, il vient d'arriver. C'est la dernière version d'Alexa, la dernière enceinte connectée d'Alexa. Vous avez remarqué sa particularité, c'est qu'elle a un écran, c'est l'Echo 8 parce qu'il est équipé d'un écran de 8 pouces. Alors, particularité par rapport au Nest Hub de Google, d'abord, il a une super enceinte. On s'est amusé toute l'après-midi et vraiment, le son est vraiment top. On a vraiment été agréablement surpris avec notre ingé son. Mais vraiment, la spécificité par rapport au Nest Hub de Google qui propose la même taille d'écran, c'est qu'il dispose en haut, regardez ici, d'une webcam qui permet de faire de la visioconférence, qui est toujours agréable. Et c'est même compatible Skype, donc on refait le Mac avec, puisqu'on utilise la solution de Skype. Et puis si vous voulez être tranquille, il y a un petit œilleton, clac, et on ne peut pas vous regarder. Alors bien sûr, vous pouvez écouter la musique, Amazon Music, et puis l'avantage d'Alexa par rapport à Google, c'est que c'est également compatible désormais avec Apple Music, son prix 130 €. Ça s'appelle l'Echo 8 d'Alexa, alias Amazon. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 365 épisode déjà d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci les amis de vous être rendus disponibles pour cette émission qui était, moi de mon côté, je l'ai trouvée fort intéressante. Merci. Haute tenue, Madame Bombaron. Merci Madame Bombaron. Merci Madame Bombaron. J'ai pas compris ce que tu bonne quoi t'as dit? De haute tenue, j'ai dit Madame Bombaron. Ah, merci beaucoup, surtout que je cuis dans cette petite salle, donc merci, au revoir. Bon, Didier, on fait une guerre de 5G dès qu'elle est déployée en France et on compare les réseaux? Voilà, surtout que moi je suis full Huawei, tu vois, c'est antenne Huawei, téléphone Huawei, je crois même qu'une partie du réseau est Huawei. En Suisse, ils avaient un petit peu de crainte au début, mais finalement ils sont tout passés Huawei. Oui, je pense que les opérateurs, comme tu le disais, je crois que c'est dans Refait la Tech, Elsa, ou à moins que ce soit Cédric qui le disait, les opérateurs, ils ne sont pas faux. Ils ne vont pas déployer des choses avec des portes béantes et des failles de sécurité. Ils testent avant et ils vérifient évidemment qu'il n'y a pas forcément de danger important, du moins s'ils ont les possibilités de le faire. Alors, et pour nous, en ce qui nous concerne, pour être prévenus en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton, et n'oubliez pas également de cliquer également sur le petit pouce, bon sang, ça fait plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.